2018, Pimkie comptait 716 magasins dans 30 pays. 716. Plus que bien des enseignes que le monde entier connaît par cœur. Ce n'était pas une petite boutique de quartier, c'était une institution. Pendant presque 50 ans, chaque samedi après-midi, des millions de jeunes femmes en Europe poussèrent à cette porte, essayaient des jeans ou des néons doux, riaient dans des cabines d'essayage trop petites et repartaient avec un sac en papier blanc marqué d'un seul mot. Pimkie. Ce sac, on le portait à l'école le lundi. Pas par hasard, parce qu'il voulait dire quelque chose. Puis en quelques années, tout s'est effondré. Les magasins ont fermé les uns après les autres. Les salariés ont reçu leurs lettres de licenciement. Et le monde, pour l'essentiel, n'a rien dit. Comment une marque que toute une génération a portée sur soi peut-elle disparaître dans un silence presque total? C'est à cette question que ce documentaire tente de répondre. Pour comprendre Pimkie, il faut d'abord comprendre l'endroit d'où elle vient. Et cet endroit, c'est Roubaix. En 1971, Roubaix n'est pas encore la ville meurtrie que les décennies suivantes vont fabriquer. C'est encore une ville de tissus, de laine, de métiers à tisser. On l'appelle la Manchester française. Depuis un siècle, les usines y tournent, les cheminées fument, et les familles ouvrières bâtissent leur vie autour du textile. Roubaix, c'est une ville qui sait ce que le fil signifie, ce que le vêtement représente, ce que s'habiller veut dire quand on n'a pas beaucoup d'argent. C'est dans ce contexte précis que 3 spécialistes du textile de la région décident, cette année-là, de regarder ce qui se passe dans les rues. Et ce qu'ils voient les fascine. Les femmes portent des pantalons. Cela peut sembler anodin aujourd'hui. Ça ne l'était pas en 1971. Le pantalon féminin est encore une conquête récente. Un symbole d'émancipation porté sur les hanches des jeunes femmes qui refusent les codes d'une génération précédente. Yves Saint-Laurent venait de le mettre sur les podiums. Dans les lycées, dans les universités, dans les usines, les femmes de 20 ans s'approprient ce vêtement comme une déclaration. Pas politique, simplement personnel. Ces 3 hommes voient cela. Et ils voient aussi autre chose. Il n'existe pas, en France, de chaîne qui habille cette femme jeune, à des prix qu'elle peut payer avec son propre argent. La haute couture lui est inaccessible. Les grands magasins la regardent à peine. Le marché, lui, la vend trop mal ou trop cher. Il y a donc un espace vide, une cliente sans enseigne, une génération sans miroir. Il décide de créer ce miroir. La marque s'appellera d'abord Pimkie, un nom inventé sans signification précise, léger comme une chanson. Le premier magasin ouvre à Lille en 1971, dans le prolongement naturel de Roubaix, à quelques kilomètres au sud-ouest. La ville est jeune, universitaire, ouvrière et commerçante à la fois. Ce magasin, il faut l'imaginer tel qu'il était. Pas grand, pas spectaculaire, mais différent de tout ce qui existait autour de lui. Les pantalons y sont présentés comme des pièces centrales, pas comme des accessoires honteux. Les prix sont clairs, accessibles, pensés pour une cliente qui compte ses francs. L'ambiance n'est ni celle d'une boutique de luxe intimidante, ni celle d'un bazar sans âme. C'est un espace pensé pour qu'une jeune femme s'y sente chez elle, pour qu'elle essaie, pour qu'elle revienne. Les premières clientes sont exactement celles que les fondateurs avaient imaginées. Des étudiantes, des ouvrières, des secrétaires, des filles de famille modestes du Nord qui veulent s'habiller bien sans demander la permission à personne. Elles entrent, elles ressortent avec un sac, elles reviennent le samedi suivant avec une amie. La marque adopte aussi dès le départ un modèle qui sera en avance sur son temps. Au lieu de 2 collections par an, comme l'imposait la tradition, Pimkie renouvelle ses pièces bien plus fréquemment. Pas encore la fast fashion telle qu'on la connaîtra plus tard, mais déjà cette idée que la mode n'a pas à attendre, que la cliente non plus. En 1983, le nom change légèrement. Pimkie devient Pimkie. Plus simple, plus net, comme si la marque, après 12 ans d'existence, savait enfin exactement ce qu'elle était. À la fin des années 1980, Pimkie compte déjà une centaine de magasins en France. L'idée de 3 spécialistes du textile lillois est en train de devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Les années 1986 commencent, et Pimkie n'est plus seulement une enseigne. Elle est devenue un rituel, pas un grand rituel, pas celui des mariages ou des rentrées scolaires. Quelque chose de plus petit, de plus régulier, de plus intime.
Le samedi après-midi, dans les centres-villes et les galeries marchandes de toute la France, des millions de jeunes femmes poussent la porte d'un magasin aux couleurs roses et oranges et entrent dans ce qui est, pour quelques heures, leur monde à elles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Pimkie n'a jamais ressemblé aux autres enseignes de l'époque. Pas l'austérité froide des grands magasins où l'on se sentait surveillé dès qu'on touchait une pièce sans intention d'acheter. Pas le désordre des marchés où fouiller dans les bacs prenait l'allure d'une corvée. Pimkie, c'était autre chose. Des espaces à taille humaine, des portants bien rangés, une lumière douce, et surtout ces cabines d'essayage double, séparées par un simple rideau, pensées pour que deux amis puissent essayer ensemble, commenter, hésiter, rire. Elles n'avaient pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour passer une heure là-dedans. Et c'est précisément pour ça qu'elles revenaient. Le positionnement de Pimkie depuis ses origines tenait en 4 mots. Le plaisir de l'insouciance. Ce n'était pas un slogan inventé par un cabinet de communication. C'était une description exacte de ce que la marque offrait. Entrer chez Pimkie, c'était s'accorder une parenthèse. Une permission de ne penser à rien d'autre qu'à soi-même pendant quelques instants. Et ça pour une génération de jeunes femmes qui commençaient à travailler, à payer leurs propres factures, à prendre leurs propres décisions. Ce n'était pas rien. Les prix, eux aussi, faisaient partie du pacte. Une cliente de 18 ans, avec un petit boulot le week-end, pouvait entrer chez Pimkie avec 40 francs en poche et en ressortir avec quelque chose. Pas une tenue de soirée, pas un vêtement de grande occasion, mais quelque chose de nouveau, de joli à elle. Cette accessibilité-là n'était pas anodine dans une France où la mode était encore largement réservée à celles qui en avaient les moyens. L'enseigne avait aussi compris très tôt quelque chose que ses concurrents mettraient des années à saisir. La cliente ne voulait pas seulement acheter des vêtements. Elle voulait se voir autrement, se voir comme elle pourrait être. Les cabines d'essayage de Pimkie, avec leurs miroirs larges et leur éclairage pensé, n'étaient pas un simple espace fonctionnel. C'était l'endroit où une jeune femme de 16 ans pouvait se regarder dans une veste qu'elle n'avait pas encore achetée et décider, pour la première fois peut-être, qu'elle aimait ce qu'elle voyait. Dans les cours de lycée du lundi matin, le sac en papier blanc de Pimkie avait une valeur que rien ne quantifiait, mais que tout le monde reconnaissait. Ce n'était pas le sac d'une grande maison, ce n'était pas un signe de richesse. Mais dans l'économie sociale invisible de l'adolescence, il signifiait quelque chose de précis. Elle était allée faire du shopping avec ses amis le week-end. Elle avait choisi quelque chose. Elle avait dépensé son propre argent pour ça. C'était une petite déclaration d'indépendance portée sur le bras un lundi matin. Il faut aussi parler de l'expansion. À la fin des années 1980, Pimkie comptait une centaine de magasins en France. Dans les années 1990, la marque franchit les frontières. L'Allemagne d'abord, avec l'ouverture d'un premier magasin à Heidelberg, puis l'Espagne, l'Italie, le Benelux. Et enfin l'Europe de l'Est, à une époque où les pays de l'ancien bloc soviétique s'ouvraient au commerce occidental et où les jeunes femmes de Varsovie, de Bucarest ou de Prague découvraient pour la première fois des enseignes qui ressemblaient à ce qu'elles voyaient dans les magazines. Pimkie est arrivé dans ces villes comme une promesse concrète, la mode européenne, à un prix accessible maintenant. Pour beaucoup de ses clientes, ce fut leur première expérience du commerce de prêt-à-porter moderne. Certaines s'en souviennent encore. En 2006, le parc de magasins Pimkie compte 656 boutiques, 267 en France, 161 en Allemagne, 101 en Espagne, 57 en Italie, 36 dans le Benelux. Plus de la moitié des magasins sont hors de France. L'enseigne lilloise est devenue, sans que les journaux n'en fassent grand bruit, une institution européenne. Les employés de cette époque parlent d'un orgueil discret. Travailler chez Pimkie, pour beaucoup, était le premier emploi. La première fois qu'elles portaient un badge, qu'elles pliaient des vêtements selon une méthode précise, qu'elles accueillaient une cliente en responsabilité. Il y avait des standards, des règles d'affichage, des façons de tenir un portant. Quelque chose d'une discipline légère mais réelle. Une fierté d'appartenir à quelque chose qui fonctionnait, qui grandissait, qui était reconnu. Ce n'était pas Hermès. Ce n'était pas le luxe. Mais dans les années 1990 et au début des années 2000, Pimkie était partout en Europe et tout le monde savait ce que ça voulait dire.
C'est peut-être la meilleure définition du succès populaire. Quand une marque n'a plus besoin de s'expliquer. Qu'est-ce que c'était, au fond, que cette heure passée le samedi chez Pimki, à essayer des jeans qu'on n'achèterait peut-être pas, à demander l'avis d'une amie à travers un rideau de cabine? C'était du temps qui appartenait entièrement à soi. Et ça, dans une vie d'adulte qui commençait à s'imposer de partout, c'était une chose précieuse. Mais au moment même où la marque atteignait ce sommet discret, quelque chose très loin d'elle était déjà en train de changer. En 1988, Pimki prend une décision qui va changer la nature même de l'enseigne. Elle quitte la France. Le premier magasin international ouvre à Heidelberg, en Allemagne. Une ville universitaire, jeune, dynamique. Exactement le profil de clientèle que Pimki connaît par cœur. L'accueil est bon. 2 ans plus tard, en 1990, c'est Séville qui ouvre. En 1994, Turin. L'expansion suit une logique précise. On s'installe d'abord là où la cliente ressemble à celle qu'on connaît déjà. Là où une jeune femme de 20 ans cherche la même chose que sa contemporaine de Lille ou de Lyon. Quelque chose de joli, à un prix qu'elle peut se payer elle-même. À la fin des années 1990, Pimki compte 429 magasins dans 9 pays. Ce n'est plus une enseigne française, c'est une enseigne européenne. Ce qui rend cette expansion remarquable, c'est la façon dont elle est construite. Pimki ne choisit pas le modèle de la franchise ouverte que certains concurrents adoptent pour croître vite. L'essentiel du réseau est géré en direct, en magasin, en propre. Cela coûte plus cher, cela demande plus de contrôle. Mais cela signifie aussi que le standard Pimki, la façon dont les vêtements sont pliés, dont les portants sont arrangés, dont une cliente est accueillie, reste le même à Bordeaux, à Berlin ou à Barcelone. Quand une cliente entre dans un magasin Pimki, elle sait exactement où elle est. Pour gérer cette réalité, Pimki bâtit une infrastructure sérieuse. Une centrale d'achat, principale en métropole lilloise, construite dès 1974. Puis 4 centrales d'achat réparties entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Des bureaux de sourcing au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Chine, un dépôt fédéral en Allemagne, 4 dépôts de distribution en Europe. Ce n'est pas l'image qu'on garde d'une petite enseigne de mode adolescente. C'est une organisation logistique de taille réelle, bâtie patiemment sur 30 ans. À Strasbourg, une filiale allemande, PMD Modern Handels, coordonne les marchés d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie, de Hongrie et d'Ukraine. Une seule structure pour 8 pays. C'est à cette centrale que des équipes franco-allemandes élaborent les collections destinées aux jeunes européennes de l'Est, celles qui découvrent la marque pour la première fois dans les années 2000, dans des centres commerciaux qui viennent d'ouvrir à Varsovie ou à Prague. Les employés de cette période d'expansion forment un groupe particulier. Pimki est, dans de nombreuses villes françaises et européennes, le premier employeur de jeunes femmes, pas un employeur au sens noble. Les contrats sont souvent à temps partiel, les salaires modestes, les horaires du commerce de détail. Mais il y a quelque chose dans la culture interne de Pimki, dans cette période de croissance, qui ressemble à une fierté collective. On apprend à faire les vitrines selon un plan précis. On apprend la terminologie du merchandising. On représente une enseigne qui grandit, qui s'installe dans de nouveaux pays, qui ouvre de nouveaux magasins. Pour une vendeuse de 22 ans dans une ville moyenne du nord de la France, travailler dans une enseigne présente en Allemagne, en Espagne et en Italie, ce n'est pas anodin. En 2006, le cap est passé. Pimki compte 656 magasins, 267 en France, 161 en Allemagne, 101 en Espagne, 57 en Italie, 36 dans le Benelux, 17 en Autriche. Plus de la moitié du réseau est hors de France. La direction assume cette réalité sans complexe. Quand on lui demande pourquoi les tests de nouveaux concepts de magasins sont menés à Leipzig et à Berlin avant Paris, la réponse est directe. Pimki est une entreprise européenne, pas une entreprise française qui exporte. L'année suivante, en 2007, la marque pousse encore plus loin. Elle s'installe au Moyen-Orient, en Europe de l'Est profonde, dans des marchés que peu d'enseignes françaises de ce segment ont encore touchés. Le chiffre de 700 magasins approche. Il sera dépassé dans les années qui suivent. Le pic sera atteint en 2018 avec 716 boutiques dans 30 pays.
Mais dans cette dynamique de croissance, quelque chose d'important passe inaperçu. Pendant que Pimki ouvre des magasins à Riyad et à Alger, pendant que ses équipes logistiques gèrent des flux de vêtements entre 4 continents, le monde commercial autour d'elle est en train de changer de nature. Pas brutalement, pas avec une annonce, doucement, presque invisiblement. H&M est déjà en France depuis les années 1990. Zara aussi. Ces deux enseignes ont regardé ce que Pimki avait construit, une mode accessible, renouvelée rapidement, ancrée dans la vie quotidienne des femmes jeunes, et elles l'ont reconstruite en version industrielle, avec des budgets de marketing que Pimki ne pourrait jamais égaler et des volumes d'achat qui écrasent les prix à un niveau que Pimki ne peut pas suivre. En 2006, pendant que Pimki célèbre ses 656 magasins, Zara en compte déjà plus de 2000 dans le monde. La machine à expansion de Pimki a fonctionné. Elle a fonctionné remarquablement bien pendant 20 ans. Mais au moment précis où elle atteignait sa vitesse de croisière, d'autres machines étaient déjà en train de la dépasser. Il y a un moment dans la vie d'une marque où elle cesse d'être simplement connue pour devenir familière. Pas célèbre comme une affiche, familière comme un meuble, comme quelque chose qui a toujours été là et dont on ne remarque plus l'existence jusqu'au jour où ça disparaît. Pour Pimki, ce moment, c'est le tournant des années 2000. À cette époque, la marque ne se contente plus d'être présente. Elle est saturante, au sens le plus positif du terme. Dans chaque centre commercial de taille moyenne en France, il y a un Pimki. Dans chaque galerie marchande d'une ville allemande, espagnole, italienne, il y a un Pimki. Ces couleurs roses et oranges ont pris place dans le paysage commercial européen comme si elles avaient toujours existé. On ne les remarque plus, on les reconnaît. Au pic de sa présence, en 2009, Pimki emploie plus de 6000 personnes dans le monde. 6000. Pour la plupart des jeunes femmes, dans des dizaines de villes, dans des dizaines de pays. C'est une réalité économique concrète, ancrée dans des vies concrètes. Un premier contrat de travail, une première fiche de paye, un premier uniforme à passer le matin. Mais ce qui fait de cette période l'âge d'or de Pimki, ce n'est pas l'emploi ni les chiffres. C'est ce qui se passe dans les magasins, chaque samedi. Il faut être précis sur ce que représente ce samedi-là. Ce n'est pas une sortie shopping au sens utilitaire. Ce n'est pas l'achat d'une pièce manquante dans une garde-robe. C'est un événement social. 2 amis, 3 amis qui se retrouvent après la semaine, qui ne savent pas forcément ce qu'elles vont acheter, et ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans les cabines d'essayage double de Pimki, celles conçues pour que 2 personnes puissent essayer en même temps, séparées par un simple rideau tiré à moitié. Une passe ce jean par-dessus le rideau. L'autre dit non, trop large. On essaie l'autre. On sort dans le couloir pour se regarder dans le grand miroir. Un vendeur ou une vendeuse passe avec d'autres pièces sur le bras. On rit. On repose la moitié de ce qu'on a pris. On achète un haut qu'on n'avait pas vu en arrivant. On repart avec un sac blanc. Ou sans rien, juste avec le souvenir de l'heure passée là. Ce rituel-là, il se répète dans 760 magasins à travers l'Europe, simultanément, chaque semaine. Les pièces que l'on achète en cette époque ont leur propre langage. Le top à message, ces t-shirts légers imprimés d'un mot ou d'une phrase courte, ironique ou romantique selon l'humeur. Le pantalon à strass discret qui capte la lumière au passage sous les néons d'un couloir de lycée. Le jean taille basse, incontournable de la décennie. Les accessoires à moins de 10 euros, des bagues larges, des sacs à franges, des ceintures cloutées. On ne vient pas chez Pimki pour la qualité d'une veste de tailoring. On vient pour ce que la mode signifie à 20 ans. Le droit de changer d'allure selon l'humeur, sans que ça coûte le prix d'un mois de transport. Dans les cours de collège et de lycée de la France des années 2000, Pimki occupe une place dans la sociologie informelle des marques que personne n'a officiellement dessinée, mais que tout le monde connaît. Ce n'est pas Lacoste, ce n'est pas Nike, ce n'est pas le luxe de celles qui ont beaucoup. C'est autre chose, la marque de celles qui ont un peu et qui font quelque chose de bien avec. Il y a une dignité dans ça, une façon de se présenter au monde avec ce qu'on a. En Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne, la même chose se passe dans d'autres langues, mais avec les mêmes gestes. La même façon d'entrer, de toucher les vêtements sur les portants, de s'arrêter devant un miroir.
Pimkie est peut-être la première marque de mode accessible à avoir créé une expérience commune pour les jeunes femmes européennes. Pas un produit de luxe exporté, pas une enseigne discount sans identité, mais quelque chose entre les deux qui ressemble à leur vie réelle. La transmission entre générations commence aussi à cette époque. Des mères qui avaient découvert Pimkie dans les années 1980 emmènent leurs filles pour la première fois dans les années 2000. Ce n'est pas un événement. C'est naturel, presque automatique. On va chez Pimkie comme on va dans la boulangerie du coin. Parce que c'est là, parce que ça a toujours été là, parce que ça marche. Quand une marque atteint ce stade, celui où elle n'a plus besoin d'expliquer ce qu'elle est, où elle est devenue une évidence, c'est à la fois son plus grand triomphe et son moment de plus grande fragilité. Parce qu'une évidence, personne ne la défend. On ne remarque pas une évidence, et quand elle commence à vaciller, on ne le voit pas tout de suite. En 2007, Pimkie ouvre de nouveaux marchés au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. La machine tourne bien, les équipes sont en ordre, les magasins sont pleins. Et quelque part, dans les rues commerçantes de ces mêmes villes, dans les mêmes centres commerciaux, d'autres enseignes s'installent. Elles regardent Pimkie, elles regardent ses clientes. Et elles ont décidé de faire la même chose, mais autrement. En 1998, un événement passe presque inaperçu aux yeux de Pimkie. Le 25 février, H&M ouvre son premier magasin en France, rue de Rivoli à Paris. Dès le premier jour, plus de 5000 clients franchissent à la porte. En 18 mois, 11 nouvelles boutiques H&M ouvrent en France. Zara, lui, est déjà là depuis 1990. À ce moment-là, chez Pimkie, personne ne panique. Pourquoi le ferait-on? L'enseigne lilloise a construit 30 ans d'existence, une centaine de magasins en France, des dizaines d'autres à travers l'Europe. Elle connaît ses clientes. Elle sait ce qu'elles veulent. Un concurrent de plus sur le marché, c'est normal. Le marché a toujours été concurrentiel. Ce que Pimkie ne mesure pas encore, c'est que H&M et Zara ne jouent pas le même jeu qu'elle. Ils ont pris son idée fondatrice, la mode accessible, renouvelée rapidement, pour les femmes jeunes, et l'ont réinventée avec des moyens sans commune mesure. Zara change ses collections toutes les 2 semaines. Ses camions livrent les magasins 2 fois par semaine. Le modèle est d'une précision industrielle que Pimkie, avec ses 4 centrales d'achat et ses circuits de distribution régionaux, ne peut pas reproduire. H&M, lui, joue sur les volumes et les prix. En 2017, son prix moyen par article sera de 7,30 €. Celui de Pimkie, 13 €. 13 contre 7,30 €. Ce n'est pas un détail, c'est l'écart entre deux mondes. Mais en 2000, en 2002, en 2005, tout cela n'est pas encore visible dans les chiffres de Pimkie. Les magasins sont fréquentés, les collections se vendent. La croissance internationale absorbe les signaux faibles qui commencent à se manifester sur le marché domestique. On ouvre de nouveaux magasins au Moyen-Orient. On plante des drapeaux en Europe de l'Est. La machine avance. Il y a pourtant un premier signal que personne ne veut entendre et qui vient de l'intérieur même de la marque. Au milieu des années 2000, les équipes internes constatent quelque chose d'inquiétant. La cliente de Pimkie rajeunit. Pas dans le bon sens. L'enseigne, qui s'était toujours définie comme une marque pour les 18 à 25 ans, attire de plus en plus des filles de 12 à 16 ans. Les 20 ans, elles, regardent ailleurs. Elles regardent Zara. Elles regardent H&M. Elles trouvent Pimkie trop enfantine, trop colorée, trop collège. En 2006, un directeur général l'admet publiquement dans la presse professionnelle. Cette réputation de marque pour ados nous colle au basque, déclare-t-il. Le diagnostic est posé avec une clarté désarmante. La marque a glissé vers le bas de la tranche d'âge sans s'en rendre compte, et elle a perdu en chemin la cliente qui avait de l'argent à dépenser. Celle qui travaille, qui est autonome, qui peut acheter plusieurs pièces par mois. Ce dérapage n'est pas anodin. Il touche à l'identité même de Pimkie. La marque qui avait été fondée sur l'idée d'habiller la jeune femme libre et indépendante se retrouve à habiller des collégiennes qui dépensent leur argent de poche. Ce n'est pas la même cliente. Ce n'est pas le même pouvoir d'achat. Et ce n'est pas la même désirabilité. La direction décide alors d'agir. En 2006, Pimkie lance une refonte de son identité visuelle, de ses magasins, de son positionnement. Nouveau logo, nouvelle palette de couleurs, nouvelle cabine d'essayage. L'idée est de ramener la cliente des 18 à 25 ans
de redonner à la marque une dimension adulte. Les nouveaux concepts de magasins sont testés à Leipzig et à Berlin. Les résultats sont encourageants. Mais il y a un problème que ce lifting ne résout pas. Un problème structurel, plus profond que les nouvelles couleurs de façade ne peuvent pas masquer. Pimkie n'investit pas assez. Pas assez dans ses magasins, qui vieillissent plus vite que leurs concurrents les rénovent. Pas assez dans sa logistique, qui ne peut pas suivre le rythme des livraisons bi-hebdomadaires de Zara. Et surtout, pas assez dans le numérique. En 2006, quand Pimkie lance enfin son site e-commerce français, tardivement, prudemment, H&M développe déjà ses canaux digitaux depuis plusieurs années. La transition vers Internet est perçue chez Pimkie comme un canal supplémentaire, pas comme une transformation fondamentale du commerce. Derrière ce sous-investissement, il y a une réalité que les syndicats nomment clairement dès 2009. Le groupe Mullier, actionnaire de Pimkie, ne verse pas dans l'enseigne ce qu'il faudrait pour la moderniser. Les profits générés sont redistribués à l'association familiale Mullier. Pendant ce temps, Pimkie tourne avec ses marges, sans réserve d'investissement suffisante pour se battre à armes égales avec des géants qui engagent des milliards. La crise de 2008 accélère ce qui était déjà en train de se fragiliser. Le marché du prêt-à-porter en France commence une lente contraction. Entre 2008 et 2018, il perdra entre 18 et 20% de son chiffre d'affaires total. Ce n'est pas une récession provisoire, c'est un changement de structure durable. Les consommatrices achètent moins de vêtements ou achètent moins cher. Et quand elles achètent moins cher, elles ne choisissent plus Pimkie, elles choisissent H&M, Primark ou bientôt Shein. En mai 2009, Pimkie annonce la suppression de 190 postes sur ses 2088 salariés en France. En décembre, les salariés des entrepôts de Wasquehal et de Neuville-en-Ferrain se mettent en grève. 3 semaines de lutte, des familles qui se mobilisent, des élus locaux qui soutiennent. C'est la première grande secousse sociale de l'histoire de Pimkie. La première fois que la marque fait les journaux pour une mauvaise raison. Mais pour la clientèle, rien de tout ça n'est visible. Le samedi, les magasins sont encore ouverts. Les portants sont encore remplis. La façade tient. Comment une marque aussi solide, aussi ancrée dans la vie de millions de femmes européennes, pouvait-elle s'effondrer aussi lentement et personne ne le voir venir clairement? La réponse est dans ce que personne ne voulait décider. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé chez Pimkie, il faut entrer là où les clientes n'allaient jamais. Pas dans les magasins, dans les salles de réunion, dans les comités d'actionnaires, dans les décisions qui se prennent à huis clos et dont les effets n'apparaissent en façade que des années plus tard. La première vérité, c'est la plus difficile à formuler parce qu'elle ne ressemble pas à un crime. Elle ressemble à une indifférence. L'association familiale Mullier est l'une des structures capitalistiques les plus puissantes de France. Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Boulanger, des dizaines d'enseignes qui pèsent en des dizaines de milliards d'euros. Au sein de cet empire, Pimkie était une ligne parmi d'autres. Une enseigne rentable pendant longtemps, puis une enseigne en difficulté, puis un problème à résoudre. Ce qu'elle n'a jamais été, et c'est là que tout se joue, c'est une priorité. Pendant que Decathlon réinventait le commerce sportif mondial, pendant qu'Auchan résistait aux assauts de la grande distribution, pendant que Leroy Merlin devenait le leader incontesté du bricolage européen, Pimkie naviguait. Elle survivait. Elle produisait des résultats, distribuait des dividendes à l'AFM et n'appelait pas trop l'attention. En 2008, l'année même où les premiers signaux sérieux de difficultés apparaissent en France, les documents syndicaux révèlent que Diramode, la maison mère de Pimkie, affichait encore un bénéfice net de 10,9 millions d'euros. Ce bénéfice est remonté vers l'AFM. 45 millions d'euros d'acompte sur dividendes distribués en décembre 2008. Et en 2009, Pimkie supprime 190 postes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la logique d'une entreprise dont les profits servent à rémunérer les actionnaires plutôt qu'à préparer l'avenir. En 2006, le directeur général de Pimkie le dit lui-même dans la presse professionnelle, avec une franchise qui n'aurait pas dû passer inaperçue. Je ne veux pas investir plus que ce qu'on gagne. Une phrase qui résume 10 ans de politique d'entreprise. Pas d'investissement en avance sur les revenus. Pas de pari sur l'avenir. Juste la gestion du présent aussi longtemps que le présent tient.
Le problème, c'est que dans le commerce de mode, ne pas investir, c'est reculer. Zara et H&M, à la même époque, investissaient massivement dans leur système logistique, dans leurs infrastructures digitales, dans leurs outils de réapprovisionnement automatisés. Ils construisaient des avantages concurrentiels qui mettraient des années à se mesurer dans les chiffres de vente, mais qui rendraient la compétition progressivement impossible pour ceux qui n'avaient pas fait le même choix. Pimkie, elle, vieillissait. Ses entrepôts logistiques, à Neuville-en-Ferrain, deviennent obsolètes. En 2019, la direction annonce leur externalisation vers un prestataire extérieur. 90 salariés sont transférés chez Logs, une société de logistique située à 10 km. Ce n'est pas une décision anodine. C'est le signe que Pimkie n'a plus les moyens ni la volonté d'assurer elle-même les fonctions vitales de son activité. Elle sous-traite sa colonne vertébrale. En 2018, même logique avec l'immobilier. Les murs du siège international de Villeneuve d'Ascq, le Fashion Factory, et ceux de 22 magasins en propre, sont vendus pour 46,4 millions d'euros à une foncière. Laquelle? Une société appartenant elle aussi à la famille Mullier. L'argent reste dans la galaxie. Pimkie, elle, devient locataire de ses propres murs. Elle paye un loyer là où elle était propriétaire. Elle s'est allégée d'actifs immobiliers en échange de liquidités immédiates. C'est la technique classique d'une entreprise qui cherche du cash à court terme en hypothéquant sa solidité à long terme. Et pendant tout ce temps, le numérique attend. C'est peut-être le chapitre le plus douloureux. Pimkie lance son site e-commerce en 2006. Tardivement, prudemment. Les sites espagnols et italiens ne suivent qu'en 2011. La transition digitale, le passage d'un modèle uniquement physique à un modèle où les ventes en ligne deviennent un pilier, ne se fait jamais vraiment. Les syndicats, dans leur rapport de 2022, décrivent un retard considérable dans l'activité web et le digital, un outil informatique obsolète. Ce ne sont pas des accusations vagues. Ce sont des constats d'entreprise. Les systèmes ne fonctionnent plus à la hauteur des besoins. En 2021, Pimkie externalise aussi ses services informatiques, une autre fonction vitale confiée à l'extérieur, par manque de moyens pour la maintenir en interne. La multiplication des directions générales aggrave l'instabilité. En 2 ans, entre 2018 et 2019, 3 directeurs généraux se succèdent à la tête de Pimkie. Christine Jutard, puis Béatrice Lafont, ancienne dirigeante de Claire's, puis Jan Insinger, issu de la galaxie Mullier. Chaque nouveau dirigeant arrive avec un nouveau diagnostic, un nouveau plan, une nouvelle terminologie. Chaque départ laisse les équipes un peu plus épuisées, un peu moins capables de croire à la prochaine stratégie. Les salariés voient dans tout cela. Ils le vivent de l'intérieur. Une déléguée syndicale FO, en 2020, résume la situation en une phrase qui ne laisse aucun doute sur ce qu'elle a sous les yeux. La logistique a été bradée à un sous-traitant. Le siège a été vendu pour obtenir du cash. Les murs des magasins ont été cédés. Les services informatiques vont suivre. Elle ne dit pas que l'entreprise est mal gérée. Elle dit que l'entreprise est en train de se déposséder d'elle-même, pièce par pièce, pour survivre un trimestre de plus. À l'extérieur, pendant ce temps, Shein apparaît. En 2017, la plateforme chinoise commence à s'imposer en Europe. Elle ne fait pas de publicité télévisée. Elle ne loue pas de magasins dans les centres commerciaux. Elle opère depuis des entrepôts et des algorithmes, produit des milliers de nouveaux modèles par semaine et vend à des prix que Pimkie, avec ses loyers, ses salariés, ses centrales d'achat en Europe, ne pourrait jamais atteindre. Le pantalon qui coûtait 13 euros chez Pimkie coûte 4 euros sur Shein. Le marché de la mode pour les jeunes femmes venait de changer de nature pour la 3e fois en 30 ans. La première fois, c'était l'arrivée de Zara en France en 1990. La deuxième, celle de H&M en 1998. La troisième, c'est Shein à partir de 2017. À chaque fois, Pimkie a été prise en étau un peu plus serré. À chaque fois, elle a survécu. Mais à chaque fois, la marge de manœuvre s'est réduite. Et à chaque fois, les investissements qui auraient pu construire une défense avaient été différés ou distribués. En mai 2022, la famille Mulliez annonce officiellement qu'elle ne souhaite plus investir pour assurer le redressement de Pimkie. Elle met l'enseigne en vente. Le syndicat UNSA précise ce que la direction ne dit pas. L'investissement nécessaire pour redresser Pimkie est jugé trop important pour que la famille assume. 50 ans après avoir créé l'enseigne,
ses fondateurs décident qu'ils n'ont plus les moyens ou la volonté de la sauver. En octobre 2022, Pimkie est vendu à un consortium de 3 sociétés, Lee Cooper France, Kindi et Ibisler Textile, pour un prix non divulgué. L'AFM versera cependant 140 millions d'euros pour financer le plan social et les futurs investissements. C'est un chiffre révélateur. 140 millions d'euros disponibles au moment de la vente. Disponibles, mais pas investis dans l'enseigne quand il en était encore temps. Qui était censé prendre ces décisions? Qui était censé voir ce qui s'approchait et choisir de se battre plutôt que de vendre? Les faits sont là, documentés, sans ambiguïté. Ce qui est moins documenté, c'est le moment précis où quelqu'un, dans une salle de réunion de Villeneuve d'Ascq ou de Roubaix, a regardé les chiffres et décidé que Pimkie ne valait plus le combat. Ce moment a eu lieu, mais personne n'en a laissé de traces. L'effondrement de Pimkie n'a pas de date unique. Il n'a pas eu lieu un mardi matin dans un communiqué de presse. Il s'est produit en plusieurs fois, dans plusieurs pays, sur plusieurs années, de manière si différente qu'on aurait pu croire à des histoires séparées si ce n'était pas toujours le même nom au-dessus des portes. Le premier effondrement visible a lieu en 2020, en Allemagne. Face à des pertes qui s'accumulent depuis des années, la filiale allemande engage une procédure d'insolvabilité. Sur les 75 magasins que Pimkie opérait outre-Rhin, 40 sont conservés. 35 ferment. Ce n'est pas un choc dans les journaux français. Mais pour les vendeuses de Cologne, de Hambourg, de Munich, qui se retrouvent sans emploi, c'est le choc de leur vie professionnelle. En mars 2021, c'est la Belgique. La filiale belge, Belse, est déclarée en faillite par le tribunal de Tournai. 23 magasins, 128 employés. L'annonce est faite lors d'une visioconférence de quelques minutes. Jürgen Mulder, délégué syndical à CV Pulse, ne cache pas son état d'esprit. Quelques minutes par visioconférence. Nous sommes écœurés par la manière expéditive d'annoncer une nouvelle aussi terrible. Les salariés du mois de mars ne sont pas payés. Leurs indemnités de licenciement sont reversées au fonds de fermeture. La procédure légale est respectée. Mais la manière ne l'est pas. Quelques mois plus tard, un magasin Pimkie rouvre en franchise dans une ville belge. Les syndicats parlent de faillite frauduleuse. La direction ne répond pas publiquement. L'enseigne passe à autre chose. En décembre 2021, c'est la Suisse. Et là, le récit devient d'une précision qui ne laisse aucun doute sur ce qui s'est passé. Le 17 décembre 2021, la filiale suisse de Pimkie, Mode Diffusion System, est officiellement déclarée en faillite. Ses employés ne l'apprennent pas ce jour-là. Elle continue de travailler. Elle plie des vêtements, accueille des clients, prépare Noël. Le 21 décembre, 4 jours avant Noël, à 15h heure précise, la directrice générale convoque une séance téléphonique. En quelques mots, elle annonce la liquidation immédiate. Les magasins ferment à l'instant. Les employés doivent rentrer chez elles, sans salaire de décembre, sans indemnité, sans lettre de licenciement. Dans les minutes qui suivent, au centre commercial de la Praille à Genève, le rideau métallique s'abaisse sur la devanture du magasin. Une des employées prend une feuille de papier. Elle écrit à la main. À 15h aujourd'hui, notre employeur nous a annoncé notre licenciement immédiat sans salaire. Merci Pimkie. Elle colle ce mot sur la grille fermée et part. 3 jours plus tard, Laurence Giorgi et Emeline, responsables de magasins, vendeuses, femmes qui avaient fait de Pimkie leur lieu de travail et pour certaines, leur premier emploi stable, témoignent dans les locaux du syndicat SINA. Emeline dit, entre deux sanglots, « Je ne mange plus, je ne dors plus. Ils nous ont détruites. » Laurence, responsable du magasin Genevois, ajoute, « Ils ont continué de nous faire travailler alors qu'ils savaient que c'était fini. » En tout, 9 personnes concernées en Suisse. 9. Ce n'est pas un grand chiffre dans la comptabilité d'une entreprise. Mais chacune de ces 9 personnes a mis sa grille de magasin ce soir-là, et aucune n'a reçu de salaire pour les jours travaillés. Pendant 5 mois, elles se battent pour obtenir leurs lettres de résiliation et leurs attestations d'employeur, sans lesquelles elles ne peuvent même pas s'inscrire au chômage. C'est finalement Coop, une autre enseigne, qui les embauche toutes, 5 mois plus tard. En France, l'effondrement prend une forme différente, plus lente, plus visible, plus documentée.
En janvier 2018, Pimkie annonce la suppression de 208 postes et la fermeture de 37 magasins sur les 321 que compte le réseau français. C'est le deuxième plan social de l'histoire de l'enseigne, après celui de 2010. Les syndicats s'y opposent d'abord, puis finissent par accepter. Le chiffre d'affaires de 2017 avait reculé de 10% par rapport à l'année précédente. Les pertes sont réelles, les fermetures aussi. Puis vient le Covid. En mars 2020, tous les magasins ferment. Pimkie n'a pas les reins assez solides pour absorber plusieurs semaines de fermeture complète sans vente en ligne significative. Le chiffre d'affaires de 2020 tombe à 194 millions d'euros contre 500 millions avant la crise. Ce n'est pas seulement une chute, c'est un effondrement de structure. Les fermetures s'accélèrent. En 2021, l'Autriche ferme tous ses magasins. En 2022, la marque bascule ses activités allemandes et espagnoles en franchise, perdant le contrôle direct de ses marchés. En octobre 2023, tous les magasins espagnols, une vingtaine d'unités, baissent définitivement le rideau. En France, les 302 magasins de 2022 deviennent 232 après le premier plan social du nouveau consortium. Puis 232 deviennent pas moins. En janvier 2024, un second plan social est annoncé. 239 postes supplémentaires, 97 nouveaux magasins fermés. En mai 2024, Pimkie est placé en procédure de sauvegarde judiciaire. Chacun de ces chiffres représente quelque chose de concret qui se passe dans une ville, dans un centre commercial, dans la vie d'une personne. Une déléguée syndicale CFDT de Pimkie, interrogée en janvier 2024, décrit ce que vivent les équipes de l'intérieur. Il n'y a aucun investissement dans les magasins, rien de concret qui est fait pour qu'on puisse remonter la pente. C'est bien beau de fermer des magasins, mais ça fait du chiffre d'affaires en moins. Elle décrit une direction qui répond difficilement aux demandes de réunion, des salariés qui attendent, des équipes qui travaillent dans des magasins dont elles savent qu'ils fermeront sans savoir lequel sera le prochain. Ce dernier point est peut-être le plus difficile à comprendre de l'extérieur. Dans un magasin Pimkie en 2023, les vendeuses savent. Elles lisent les mêmes journaux que tout le monde. Elles voient maintenant les annonces. Elles comparent les fréquentations d'une semaine à l'autre. Elles savent que sur la liste des 64 fermetures prévues, leur magasin est peut-être dessus. Elles continuent pourtant. Elles viennent le matin, allument les néons, déploient les collections sur les portants, accueillent les clients. Parce que c'est leur travail et parce que certaines n'ont pas d'autre choix. Ce que les clients voient, eux, c'est simplement un magasin qui ferme. Un panneau, liquidation totale, jusqu'à 70% de réduction. Des rayons qui se vident progressivement. Des portants écartés les uns des autres jusqu'à ce que l'espace entre eux devienne inconfortable. Une caissière qui rend la monnaie dans un local qui sent déjà le vide à venir. Certains clients reviennent dans ces dernières semaines, pas pour les soldes, pour autre chose. Une femme de 40 ans qui entre dans un Pimkie en liquidation dans le centre commercial d'une ville moyenne du Nord, qui regarde les portants à moitié vides, qui se souvient qu'elle a acheté ici son premier jean avec son premier salaire. Une mère qui amène sa fille une dernière fois. Un groupe d'anciennes collègues qui se retrouvent là par hasard, qui réalisent que c'était là qu'elles venaient ensemble il y a 20 ans, et qui n'ont rien à dire. Le 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole approuve un plan de continuation de 2 ans. Pimkie n'est pas morte, mais elle est méconnaissable. 196 boutiques en propre en France, 80 en franchise, 71 à l'international, 671 salariés contre 6000 au pic de son histoire. De 716 magasins dans 30 pays à moins de 300, de 6000 employés à moins de 700. D'une marque que toute une génération portait sur soi à une enseigne en procédure judiciaire, cherchant un modèle viable. Quelque part dans cette chronologie, à un moment impossible à dater précisément, Pimkie a cessé d'être ce qu'elle avait été. Ce n'est pas une fermeture que l'on peut montrer du doigt, c'est une lente dissolution. Et les personnes qui l'ont vécu de l'intérieur, les vendeuses de Genève licenciées par téléphone un 21 décembre, les délégués syndicales qui attendaient des réunions que la direction ne donnait pas, les managers de magasins qui comptèrent les portes en vide, méritent que leur histoire soit dite. Les portes de Pimkie se sont fermées dans des dizaines de villes européennes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que les histoires ne s'arrêtent jamais vraiment aux portes fermées. Elles continuent dans ce qui suit.
dans ce qui remplace, dans ce qui ne remplace pas. Dans les centres commerciaux où Pimkie occupait ses emplacements de rez-de-chaussée, les espaces libérés ont été repris différemment selon les villes et les années. Certains par des enseignes de restauration rapide, d'autres par des salles de sport, des pharmacies, des points de collecte de colis. Quelques-uns sont restés vides pendant des mois, avec leurs vitrines blanchies à la chaux, ce blanc particulier des commerces morts qui attendent d'être quelque chose d'autre. Aucun n'a été repris par une enseigne proposant exactement ce que Pimkie proposait. Ce n'est pas un détail. C'est une réalité commerciale qui dit quelque chose sur ce que le marché a décidé de ne plus offrir. Les clientes de Pimkie sont allées ailleurs. La plupart chez Zara, H&M, Primark, pour les acheteuses de vêtements physiques. Une partie croissante sur Shein, pour celles que le prix guide en premier. Ce déplacement n'a pas été brutal. Il s'est produit progressivement, sur des années, à chaque fois qu'une cliente entrait dans un magasin Pimkie et trouvait le rayon moins bien approvisionné que la semaine précédente, l'éclairage un peu plus fatigué, le choix un peu plus réduit. Elle est partie sans le décider vraiment. Elle est simplement allée ailleurs. Pimkie, elle, n'a pas disparu. En octobre 2022, la famille Mouliem cède l'enseigne à un consortium composé de Lee Cooper France, Kendi et Ibisler Textile. En février 2023, la transaction est finalisée. Les nouveaux propriétaires arrivent avec des intentions déclarées de relance, mais les syndicats sont sceptiques dès le premier jour. Une déléguée syndicale CFDT le dit sans détour. Ce sont des repreneurs qui n'y connaissaient rien. En mars 2023, le premier plan social du nouveau régime est annoncé, 64 magasins fermés, 257 postes supprimés. En mai 2024, Pimkie entre en procédure de sauvegarde judiciaire. En novembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole approuve un plan de continuation. Salih Halassi devient unique actionnaire. Il reste 189 magasins en France, 671 salariés. Un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros en 2024, contre 500 millions au début des années 2010. La marque est vivante, mais elle est devenue quelque chose de radicalement plus petit que ce qu'elle était. En septembre 2025, une annonce provoque une nouvelle fracture. Pimkie signe un partenariat avec Shein, le géant chinois de l'ultra fast fashion, via son programme Accelerator. Des collections Pimkie fabriquées en Chine, vendues sur la plateforme Shein, accessibles dans 160 pays. La famille Mullier, qui avait versé 140 millions d'euros pour financer la reprise à condition de préserver l'autonomie de la marque, saisit la justice. Les fédérations professionnelles dénoncent l'accord. Pimkie se retrouve exclu de l'Alliance du commerce. C'est peut-être la scène la plus révélatrice de toute cette histoire. La fondatrice qui attaque en justice la marque qu'elle a créée pour s'être alliée à la concurrente qui a contribué à sa chute. Au-delà de Pimkie, il faut nommer ce que son histoire représente. Parce que Pimkie n'est pas tombé seul. En septembre 2022, Camailleux, né à Roubaix comme Pimkie, est liquidé du jour au lendemain, laissant 2500 salariés sans emploi. En février 2023, Koukaï est placé en redressement judiciaire. En 2023, c'est Jennifer, Naf Naf, André, San Marina, Caporal. En 2025, Jennifer est liquidée définitivement avec 999 employés concernés. Ce n'est pas une série d'accidents indépendants. C'est la liquidation systématique d'un segment entier du commerce français. La mode féminine de milieu de gamme, celle qui habillait depuis 40 ans des millions de femmes qui n'avaient pas les moyens du luxe et refusaient le bas de gamme sans identité. Ce segment s'est effondré sous une triple pression que personne n'avait suffisamment anticipée. La compétition par les prix d'abord avec H&M et Zara, puis avec Primark, puis avec Shein, la transformation numérique que ces enseignes n'ont pas su absorber, et le changement de comportement d'une partie des consommatrices jeunes, converties à la seconde main via Vinted, vestiaire collective et au principe de la mode durable. La leçon industrielle est claire et brutale. Dans le commerce de mode, le milieu de gamme est la position la plus dangereuse qui existe. Trop cher pour battre la fast fashion sur le prix, pas assez distinctif pour justifier un prix supérieur, pas assez agile pour suivre les cycles, et pas assez ancré dans une communauté pour survivre à la désaffection progressive. Ce que personne ne dit assez, c'est que derrière cette leçon industrielle, il y a des dizaines de milliers de femmes,
Vendeuses, responsables de magasins, acheteuses, stylistes, logisticiennes, dont les carrières ont été interrompues, les retraites fragilisées, les projets effacés par des décisions prises très loin d'elles, dans des salles de conseil d'administration où leur existence n'était qu'une ligne dans un tableau de réduction de coûts. Qu'est-ce qu'on perd exactement quand tous ces endroits ferment en même temps et que rien ne les remplace vraiment? La réponse n'est pas économique. Elle est dans la vie ordinaire de millions de femmes qui n'ont plus aujourd'hui de lieu qui leur ressemble. Il y a une image qui revient. Quand on pense à Pimkie, ce n'est pas une vitrine de flagship parisien. Ce n'est pas une publicité grand format dans un magazine. C'est quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus ordinaire. C'est l'intérieur d'une cabine d'essayage un samedi après-midi. La lumière chaude sur un miroir large. Le bruit sourd de la musique qui filtre depuis le magasin. Une voix derrière le rideau qui demande « Alors, ça donne quoi ?» et une autre voix qui répond en riant avant même d'avoir regardé. Ce moment-là n'a jamais fait la une d'un journal. Il ne figure dans aucun rapport annuel. Il n'a aucune valeur dans un bilan comptable. Et pourtant, il s'est produit des millions de fois dans des centaines de villes pendant 50 ans. Il s'est produit à Lille et à Lyon, à Bruxelles et à Barcelone, à Varsovie et à Vienne. À chaque fois avec des femmes différentes, des vêtements différents, des langues différentes. Et à chaque fois avec exactement la même chose au cœur, deux personnes dans un espace minuscule, en train de décider ensemble de comment elles voulaient apparaître au monde. C'est ça, Pimkie. Pas l'entreprise, pas le chiffre d'affaires, pas les plans sociaux. Ça, Pimkie a existé à un moment précis de l'histoire des femmes en Europe. Un moment où une génération entière apprenait à dépenser son propre argent, à choisir ses propres vêtements, à décider elle-même de son apparence sans demander la permission à personne. Ce n'était pas un mouvement politique. Ce n'était pas une révolution. C'était quelque chose de plus discret et peut-être plus durable. Des millions de petites décisions individuelles, prises dans des magasins comme Pimkie, qui construisaient patiemment une forme d'autonomie ordinaire. Pour une fille de 16 ans dont les parents n'avaient pas beaucoup d'argent, entrer chez Pimkie avec ses économies du mois représentait quelque chose que rien d'autre ne donnait exactement de la même manière. Ce n'était pas le luxe. Ce n'était pas la mode haute couture des magazines inaccessibles. C'était quelque chose à sa portée, à elle maintenant. Une façon de dire sans le formuler, je compte, mon goût compte, ce que je veux porter compte. Pour les femmes qui y ont travaillé, Pimkie a été autre chose encore. Un premier emploi, un premier badge, une première responsabilité professionnelle, apprise dans les gestes concrets de plier un jean selon la bonne méthode, d'accueillir une cliente, de gérer un portant en heure de pointe. Des compétences de minuscules en apparence, mais réelles. Et pour certaines, c'était aussi un sentiment d'appartenir à quelque chose qui fonctionnait, qui grandissait, qui était reconnu dans des dizaines de pays. Ces femmes-là méritent d'être nommées dans cette histoire. Pas comme victimes, pas comme statistiques d'un plan social. Comme ce qu'elles étaient, des professionnels qui ont fait leur travail sérieusement, pendant des années, dans des conditions qui se dégradaient progressivement autour d'elles sans qu'elles aient eu leur mot à dire sur les décisions qui les dégradaient. Et puis là, il y a celles qui venaient de l'autre côté du portant. Les femmes qui ont traversé plusieurs décennies avec Pimkie dans leur vie, qui y sont allées adolescentes avec leurs meilleurs amis, puis jeunes femmes avec leur première paye, puis mères avec leurs filles. Ces femmes portent en elles quelque chose que les bilans de faillite ne mesurent pas. Un fragment de leur propre histoire, lié à un lieu qui n'existe plus. Un samedi d'octobre 1997 dont elles se souviennent encore parce qu'elles ont trouvé ce manteau qu'elles cherchaient depuis des semaines et qu'elles l'ont payé avec exactement ce qu'elles avaient en poche. Une heure passée à rire dans une cabine d'essayage avec une amie qu'elles ne voient plus autant depuis. Une première sortie de shopping avec leur fille, reproduisant sans y penser un geste que leur propre mère avait fait avec elle. Ces mémoires-là ne disparaissent pas quand un rideau métallique s'abaisse sur une devanture. Elles continuent, elles se racontent, elles se transmettent, parfois dans une conversation ordinaire où quelqu'un dit « Tu te souviens de Pimkie ?» et où quelqu'un d'autre dit « Oui, juste ça ». Un « oui » qui contient toute une époque. Ce qu'il faut retenir de l'histoire de Pimkie, ce n'est pas l'échec. Les échecs sont nombreux, documentés, analysables, et ils ont été analysés dans ces pages avec toute la précision qu'ils méritent maintenant.
Ce qu'il faut retenir, c'est ce qui a existé avant. Une idée née à Roubaix en 1971, dans une ville ouvrière du Nord, portée par des gens qui avaient regardé les femmes dans les rues et compris quelque chose de simple et de juste. Elles voulaient s'habiller bien. Elles méritaient de pouvoir le faire. Et personne ne leur offrait vraiment ce dont elles avaient besoin. Cette idée a fonctionné. Elle a fonctionné pendant des décennies, dans 30 pays, pour des millions de femmes. Elle a créé des emplois, des rituels, des souvenirs, des samedis après-midi qui comptent encore aujourd'hui dans la mémoire de celles qui les ont vécus. Quelque part ce soir, une femme décrit à sa fille le manteau qu'elle a acheté chez Pimki il y a 25 ans. Elle décrit la couleur exacte, le col, la façon dont il tombait. Sa fille n'a jamais vu ce manteau. Elle ne verra jamais ce magasin. Mais elle comprend, à la façon dont sa mère en parle, que quelque chose de réel et de précieux existait là. Ça suffit. C'est même beaucoup.